Et coucou les bipèdes, bonjour à vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, il fait chaud, nous sommes dans le sud de la France. Histoire de changer, plus exactement, un petit peu plus du côté du sud-est, puisqu'on est du côté de Marseille. Et oui, ça chante pas, mais on n'est pas loin de... Voilà, et la douce voix que vous entendez, c'est celle de Néo. Bonjour à tous. Et on est accompagné avec Bibi. Bonjour tout le monde. Et bien évidemment, on a deux invités aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur les petites notes de l'émission, parce que je sais que vous lisez les notes de l'émission. Et si vous ne le faites pas, je sais que vous allez le faire. Et du coup, ces deux invités vont vous présenter quelque chose qu'on n'a jamais traité, c'est le data management, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, nous avons avec nous Guillaume et Emmanuel. Bonjour. Bonjour. C'est très solennel. Vachement impressionné devant les micros, mais ça va se détendre, pas de soucis. Sûr. Petite presse rapide comme d'habitude, Néo, pardon, j'ai mes cours d'orthophonie qui sont loin. Comme d'habitude, effectivement. Si vous voulez nous soutenir et que vous kiffez tout ce qu'on a fait, notamment les 3 dernières émissions d'Annecy qui ont été assez énormes, assez denses, et que vous voulez nous soutenir, donc on a un petit Patreon, vraiment tout petit, pour 1 euro, 3 euros ou 5 euros, donc junior, mid, senior, c'est les 3 paliers que vous pouvez, auxquels vous pouvez souscrire, entre guillemets, comme on dit. Par émission, vous avez accès en avance aux émissions, à des émissions exclusives, notamment celles que l'on a enregistrées à Annecy. Oui. Et voilà, ça nous aide à faire tout ça, comme d'habitude. Vous avez aussi un Spreadshirt, des dons PayPal, vous pouvez faire ce que vous voulez pour nous soutenir, c'est super cool. Mais déjà, écoutez et partagez l'émission partout, c'est vraiment le top. Voilà, merci Néo. On attaque dans le dur, mes petits loulous, parce que là, il y a quand même beaucoup à vulgariser et puis à expliquer un petit peu c'est quoi le data management. Je pense que tout le monde connaît Shotgun, enfin maintenant Shotgrid, pardon, puisque ça a été renommé par Autodesk. Ou F-Track, je pense que c'est... Ou F-Track aussi. Mais alors du coup, là, on a un troisième invité avec nous, en plus de Manu et Guillaume, c'est qu'on a Bernard. Alors expliquez-nous un petit peu qui est Bernard. C'est une intelligence artificielle? Comment ça se passe? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Non, malheureusement, c'est pas encore une intelligence artificielle, mais effectivement, c'est un logiciel qui a la prétention d'être un des concurrents de F-Track, Shotgrid et de tous les autres qui existent en fait. Et donc, il vient de sortir, il est tout nouveau sur le marché, voilà, il est fabriqué par nous en France, et on espère que il va s'essaimer de partout. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Ce qui est vraiment différent peut-être entre Bernard et les autres. Ouais, bien sûr. Oui, voilà, rapidement, très rapidement. On va revenir en détail gros, après. Tous ces outils que tu as décrits, en fait, on appelle ça généralement dans le milieu des asset managers. Même si en fait c'est un peu un abus de langage, parce que réellement asset manager ça veut dire gestion d'actifs, et en fait c'est la gestion des éléments du projet, et dans cette gestion on entend assister aussi dans le processus de fabrication et aussi planifier, voilà. Et Bernard, donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait ça, il permet de stocker dans une base de données tous vos assets, tous les éléments que vous allez faire, mais ce que fait Bernard en plus, c'est qu'il a une vision bien à lui, bien particulière du suivi de production. Et ça se fait au travers d'un nodal, c'est-à-dire d'un graphe dans lequel il y a des petits nœuds qu'on relie entre eux avec des fils. Et ce graphe, en fait, nous, on l'appelle le workflow. Et en fait, c'est un graphe de dépendance, c'est-à-dire qu'il indique quelles sont les tâches qui dépendent de quelles autres. Donc, en fait, on a une manière visuelle de représenter le processus de fabrication de l'entreprise ou du projet ou certains éléments du projet. Et c'est en ça vraiment que Bernard est différenciant par rapport à Shotgun, F-Track et les autres, qui sont finalement des gros tableaux Excel. Bernard, lui, c'est vraiment un nodal. Il y a ce qu'on appelle une machine d'état derrière. C'est l'algorithme qui permet de résoudre le graphe. Et en fait, ça fait toute la différence pour nous. Et puis, si vous voulez, je pourrais aller un peu plus loin pour expliquer comment on ira un peu plus loin. Mais grosso modo, de ce que je comprends, c'est adaptable à la prod et non pas la prod qui s'adapte. Enfin, le studio qui s'adapte à l'outil. C'est exactement ça. En fait, il a été vraiment conçu dans cette idée, en fait. Cette idée, c'est-à-dire d'être à la fois un genre de bac à sable, donc c'est-à-dire qu'on peut constituer ce qu'on veut dedans, et surtout modifiable et réutilisable et agnostique en fait, dans le sens où il est capable de s'adapter à n'importe quoi qu'on va faire à l'intérieur. Un peu comme Houdini, mais quand même moins complexe qu'Houdini bien sûr. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez, à partir du moment où vous avez un processus qui est sérialisé, genre vous fabriquez des vélos, vous fabriquez, j'en sais rien, vous faites des campagnes de marketing en série,
vous faites n'importe quoi qui est toujours plus ou moins le même processus, ben en fait Bernard est pertinent à partir de ce moment-là. Évidemment, il y a plein d'outils qui sont associés à la création numérique, comme le fait de pouvoir regarder les images, de mettre des corrections visuelles et des trucs comme ça qui sont des trucs de notre métier. Mais en fait, on peut faire n'importe quoi avec. On peut même faire la compta en fait si on veut dedans. Mais alors, Le Bernard, fameux Bernard de la compta. Mais c'est là où il fallait arriver. parce que du coup, bon, Bernard, il est très sympa, mais vous, du coup, qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous avez décidé du coup de faire Bernard et de le créer Bernard? C'est bizarre à dire. Oui, ben, en fait, Guillaume. à la base, on est des amis. On se connaît depuis l'âge de 15 ans. On était à l'école ensemble. Et quand on était jeunes, du coup, on avait créé un groupe d'amis qui s'appelait Arts. C'est d'ailleurs le nom de notre société aujourd'hui. Et dans ce groupe d'amis, on faisait déjà des courts-métrages, on s'amusait, on faisait du jeu vidéo, des trucs comme ça. Mais on avait ce truc de vouloir faire des courts-métrages avec des effets spéciaux. On avait fait des films avec des crevettes, des trucs comme ça. On a fait pas mal de choses, hein. On avait fait des petits festivals. On n'a jamais gagné. Mais quand même, On pourra les était- retrouver sur YouTube? Ouais. Non. Ok, donc vous les retrouvez dans les notes de l'émission. Donc, Voilà. continue Guillaume. Mais donc du coup, tout est parti de là en fait. On était vraiment un groupe soudé. On avait cet espoir de un jour travailler un peu tous ensemble. Et bon, le fait est que moi j'ai commencé ma carrière dans les effets, enfin, dans l'animation, dans une société qui s'appelle Action Synthèse. Manu, il travaillait déjà, Qui était Et- basé à Marseille d'ailleurs. qui était basé à Marseille. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble dans une société donc pour faire le film Pollux, c'est mal enchanté. Ouais. C'était en 2000. Et après, moi j'ai toujours eu cette idée en tête de faire un projet avec mes amis, qu'on fasse vraiment notre société, qu'on recrée ce Arts qu'on a fait quand on était petit. Et puis c'est ce qu'on a réussi à faire en 2012 en créant une société qui s'appelle 3D Match Mover. Et c'est là où on a commencé à retravailler ensemble. Et de 3D Match Mover a découlé Bernard derrière. Mais voilà. Mais après, moi, j'ai eu une carrière, en fait, où j'ai commencé en tant qu'artiste, hein. Au départ, j'ai commencé en faisant du rigging avec un certain Frédéric Bonometti, qui a travaillé avec beaucoup de monde. Qu'on salue s'il nous On écoute. salue s'il nous écoute. Puis après, je suis passé par de la texture, par du VFX. Donc après, moi, j'ai quitté, du coup, le Mal Enchanté. Je suis parti en Australie. Je suis allé travailler chez Animalogic. J'ai travaillé à l'époque, c'était Happy Feet. Je suis resté 2 ans. Et là, pareil, j'ai fait pareil, un petit peu tous les étages. J'ai commencé par les muscles. Une fois que j'ai fini les muscles, ils m'ont recyclé dans la texture pour les décors. Donc j'ai fait beaucoup de glace. Beaucoup de glace. de glace. Comment ça s'appelle? Happy Des Feet. montagnes. Dans Happy Happy Feet. Feet. Ah, de la glace dans Oui, son... de la- Ok, ok, ok. Les icebergs, voilà. Pardon. Et donc du coup les icebergs, tout ça. Et puis ensuite je suis allé faire du snow kick, donc c'était des coups de pied dans la neige parce qu'ils dansaient les pingouins là. Et voilà, et donc suite à ça, je suis parti un petit peu au Canada. Là, j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Hybride. Donc là, c'était vraiment du VFX. Et donc là, j'ai eu la chance de travailler sur des super projets. On a pendant 5 ans, dont j'ai eu une participation pour faire un petit peu d'UV. C'était sur Avatar. On avait une séquence dans les comment ça s'appelle, dans les laboratoires, là où il y avait les capsules où ils étaient dedans là. Donc il y avait des set extensions qu'on appelle ça. Donc rajouter des parties du décor qui n'existaient pas. Et puis il y avait des espèces de comment ça s'appelle, ils avaient leur petit hologrammes. ordinateur, les hologrammes là. Donc, Mhm. voilà, il y avait eu du travail sur les hologrammes. Et voilà, moi j'avais travaillé un petit peu sur les UV à l'époque sur ça. Et voilà, puis d'autres films. Et ensuite je suis retourné en Australie où j'ai pu travailler sur Lego Movie, sur Great Gatsby. Et à partir de là, j'ai réussi à convaincre en fait mes potes de lancer une boîte pour faire du match move, quelque chose que je n'avais jamais fait. Venez les gars, on saute de la falaise. Voilà, on saute de la falaise. Non, mais moi non. non plus, hein, je savais même pas ce que c'était. Quoi. Voilà, mais Super. à l'époque, donc, on s'était quand même associé avec une personne qui était spécialisée, hein, Frédéric Medioni, et qui du coup avait lancé le projet avec nous, mais qui rapidement, dû à son succès, avait été embauché par ILM et qui s'est retrouvé rapidement superviseur, et qui n'a plus pu suivre le projet. Et du coup, nous, on a continué, et ça fait 10 ans, et on est Wow. toujours là. Et voilà, donc c'est un peu Manu, pour ouais. me présenter. Tu Donc, faisais Manu. quoi pendant ce temps-là, Manu? Moi, pareil que Guillaume, donc moi j'ai fait en terminale, je me suis dit je veux absolument faire de l'image de synthèse, donc je regardais voilà les vidéos sur Canal+ et tout ça. Il y avait le festival à Antibes ou je sais plus où là, comment ça s'appelait déjà, vous vous rappelez? Ah non, je vois les images, mais je me souviens pas. Imagina. Imagine. Voilà, donc Bien je sûr. regardais Imagina, voilà, fébrile, je voulais absolument y aller, donc j'ai trouvé au CDI qui existait Supafocom. Et je me suis pointé là-bas, j'ai été pris, j'ai fait Supafocom à Valenciennes. Et en sortant, j'étais embauché à Action Synthèse pour faire un long métrage d'animation, donc qui est Pollux le ménage enchanté. Donc au début en tant qu'artiste, enfin en tant que graphiste. Donc j'étais graphiste pendant
plusieurs années. J'ai fait plein de posts aussi, pareil, modeling, surfacing, set dressing, VFX, etc. Et Tout ça sur Pollux. Ouais, j'ai fait plein de... Pollux qui était le premier long métrage, c'est ça que tu disais? C'est ça, le premier long En métrage synthèse. d'animation sorti au cinéma en France, produit Français, par ouais. Pathé, voilà, En synthèse. gros budget, en image de synthèse, voilà. Waouh. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça aurait pu, je pense, ça aurait pu bien continuer, mais malheureusement, ça a périclité. Et donc, en fait, moi, petit à petit, en fait, mes amours passés de ma terminale S et de la programmation sont revenus très forts. Et je me suis intéressé, et grâce notamment à Frédéric Bonometti, qui avait lui créé en fait un outil de gestion de projet avec énormément d'avance en fait sur tout le monde. Un truc, il avait fait un genre de ce qu'on appelle un ORM aujourd'hui, c'est-à-dire un truc qui fait un lien entre le développement et la base de données en fait. D'accord. Ça veut dire quoi, ORM? ORM, c'est Object Relation Mapper. Voilà. D'accord. Et en fait, on appelle ça aussi DRM, des fois ça dépend. Et en fait, c'est un truc qui fait le lien entre ta programmation et la base de données. Donc au lieu de dire tiens je vais chercher dans la base de données les plans, ben, tu as un outil informatique qui te dit je veux le plan. Tu vois, tu écris get shot par exemple de la séquence 18 et hop il te sort tous les shots. Tu vois. C'est un raccourci en fait. Et ça s'appelait AS Prod son truc, parce que tout s'appelait AS comme action synthèse, donc AS Prod. Et donc moi j'ai découvert le Visual Basic Script grâce à Frédéric Bonometti, son intégration dans un navigateur grâce à lui aussi tout ça. Et en fait de fil en aiguille, vu qu'on était sur Softimage à l'époque, moi je me suis mis au Python et après j'ai pu arrêter de faire que ça quoi. Donc d'abord plein de petits plugins pour tout le monde dans tous les départements et puis après je me suis vraiment spécialisé dans le rendu. Donc j'ai commencé j'ai géré la render farm, j'ai géré le rendu distribué, j'ai fait des outils pour automatiser le rendu, le compositing, etc. Et voilà, puis après, on a eu d'autres types de projets, donc je me suis adapté à chaque fois, j'ai fait plein d'outils en fait. Et Bernard, il est arrivé quand là-dedans? Alors, du coup, bien plus tard. Donc, ouais. Ensuite, Action Synthèse a fermé, faute de budget. Donc nous, avec les copains d'Action Synthèse, en fait, on s'est dit, c'est trop triste, on veut rester dans le sud, on a envie de travailler ensemble, etc. Donc on a créé une société qui s'appelait Gobi Studio. Et donc là, moi, j'ai eu un pied dans chaque société. J'avais un pied dans la société 3D Matchmover avec Guillaume et un autre dans Gobi Studio. Ce qui était assez difficile parce que j'étais un peu déchiré entre les deux équipes qui me voulaient d'un côté et de l'autre tout le temps. Et à chaque fois, ils me disaient, ouais, tu bosses pas assez pour nous. Surtout Guillaume, d'ailleurs. Il bosse pas assez. Et donc voilà, et en fait c'était pas mal quand même parce que j'ai fait plein d'outils d'asset management pour 3D Matchmover et pour Gobi Studio. Et à la fin, je me suis dit mais il en faut un général qui marche pour tout le monde, qui est adapté, qui fonctionne dans tous les cas de figure. Et c'est là qu'est venue l'idée de Bernard. Donc on a commencé à le développer à Gobi Studio. Et finalement Gobi Studio a fermé aussi. Et donc je me suis concentré sur 3D Matchmover. Et là on l'a développé vraiment beaucoup dans 3D Matchmover. Et jusqu'à aujourd'hui, où on a enfin décidé de se dire, bon, on le sort de 3DMM comme outil interne, et on va essayer de le commercialiser pour voir comment ça se passe. Pour résumer quand même pourquoi on l'a commercialisé, c'est parce que 3D Matchmover, donc c'est une société de services qui fait du caméra tracking, objet tracking, body match move. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça consiste en quoi Bon. ces trois trucs, pour préciser un peu plus? En gros, c'est dans les effets spéciaux, la première étape avant de pouvoir faire un effet, c'est qu'il faut recréer le mouvement de la caméra comme il a été fait sur le tournage, mais dans l'ordinateur. Donc on recrée exactement le même mouvement de caméra, la même lentille, on calcule pour avoir exactement le même effet, pour qu'ensuite on puisse mettre l'image qui a été filmée et rajouter donc des éléments, des personnages, des décors supplémentaires, ce genre de choses. Ok. C'est vraiment l'étape préalable aux effets spéciaux, quoi. En fait, Donc, vu que je l'ai pitché, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour créer un effet spécial dans une image réelle, qui a été filmée avec une caméra qui est en mouvement, pour donner l'impression vraisemblable en fait que l'objet fait partie de la prise de vue, il faut que l'objet en image synthèse soit filmé avec une caméra qui a exactement les mêmes caractéristiques que celle qui a filmé les vraies images. La même lentille, la même lentille, le même mouvement dans le même espace, etc. Et du coup, après, quand on prend l'image de synthèse qui est filmée depuis cette caméra virtuelle qui est identique à la réelle et qu'on superpose les deux, on a l'impression que ça a été filmé du même point de vue et l'effet spécial est réaliste. Donc c'est vraiment ça le match moving. En gros, c'est si on a bien fait notre travail, on voit rien. Ouais. Si on l'a mal fait, là, c'est notre faute. Et on dit ils sont pas bien incrustés les effets. Le travail de l'ombre, un peu comme les rigueurs, ce genre de travail. C'est ça, ouais. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est un truc que tous les studios doivent faire. Tous ceux qui travaillent en FX doivent passer par cette étape de toute façon. Tout à fait. Mais Matchmover, ils sont spécialisés dans cet aspect-là ou... C'est ça.
Ouais, Troisième pardon, match oui. World, on fait vraiment ça, effectivement. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est quand même, on va dire, un peu l'enfant terrible de la 3D. C'est-à-dire personne n'a envie de faire ça parce que c'est pénible. Et le truc, c'est que nous, à l'époque, quand on avait créé la société en 2012, donc on avait fait le constat à l'époque avec Frédéric Medioni que justement, on avait... pour lui, c'était compliqué. Il était chef d'équipe du coup de tracking. Et il me disait, à chaque fois, c'est toujours pareil. On m'envoie des gens qui sortent de l'école. Ils font un an avec moi. Et au bout d'un an, ils veulent partir en animation, ils veulent partir ailleurs. Il Et les a saoulés. voilà. Et du coup, je suis obligé à chaque fois de reformer des gens. C'est insupportable. Je n'ai jamais des gens seniors qui restent avec moi. Mhm. Et il me disait, et à l'époque, quand on faisait de l'outsourcing en Inde, parce que c'était majoritairement là-bas, il y avait beaucoup de défauts de qualité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, on va essayer de créer une compagnie avec des gens vraiment spécialisés, avec sa méthodologie de travail, parce il avait vraiment une méthodologie de travail très spécifique, qui était vraiment très efficace, et pour se démarquer. Et bon, a priori, ça a plutôt bien marché, on est toujours là. Et pourquoi Bernard alors? Pourquoi ce nom? Alors pourquoi Bernard? Parce que on a toujours eu un petit peu une admiration envers les messages à caractère informatif. Hein. Donc Et l'émission de Canal+, qui faisait... Enfin, c'est ça, c'est c'était Canal. exactement Voilà, c'était Canal+. ouais. Et Qui où ils reprenait a- la Cogip, C'est etc. ça, donc rigolo. ils s'étaient amusés à récupérer des vidéos des années 80, 70. Alors c'était des vidéos allemandes, d'entreprises allemandes et américaines, je crois. qu'ils avaient Ouais, c'est ça, récupérées. ouais. Et ils s'étaient amusés en fait à faire des doublages en disant plus ou moins n'importe quoi. Et mais c'est juste merveilleux. Je pense fortement à la choucroute aux fruits de mer, par exemple. Regardez ça sur YouTube. Voilà, sur on YouTube. mettra ça en lien. Et du coup, ça nous a toujours inspiré. Et genre en 2003, on avait fait justement une soirée Cogip. Et là, aujourd'hui, on a un flyer sur lequel j'ai récupéré les photos de l'époque où on a fait cette soirée et où on a utilisé sur notre flyer C'est vrai. pour représenter Bernard. Et voilà. Et d'ailleurs, on va même faire une campagne publicitaire basée justement sur des sketchs Dans de ce messages. là, Voilà. Excellent. Et le nom Bernard, alors ça vient d'où ça... Il vient de le dire. Alors en fait. Non, mais je veux dire, enfin... Pour ceux qui n'ont pas la ref, je veux dire. Oui, en fait, dans message à caractère informatif, donc, il y a évidemment c'est ringard. Quoi. Le thème, l'univers, c'est la ringardise, en fait, c'est ça. Et surtout aussi se moquer d'ailleurs de certaines notions de l'entreprise un peu idiotes, genre le win à tout prix, ce genre de truc. Je sais pas si vous avez vu la dernière BD de Fab Caro. Non. Avec comment il s'appelle le mec qui joue dans les films de Quentin Dupieux là. Bon, c'est pas grave. Oui. Bon, c'est dans cet Voilà. état d'esprit, quoi, voilà. Et donc, du coup, il y avait tout le temps un personnage qui s'appelait Bernard. Enfin, il y avait de manière récurrente un Bernard Lacontin, un Bernard, quoi. Et nous, avec Guillaume, ça nous faisait tellement délirer. Et vu qu'on s'appelait sans cesse au téléphone, parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas au même endroit, pour travailler, lui à Madrid, moi en France, etc. Chaque fois, même sur mon téléphone à l'époque, il m'écrit Bernard. Quand il m'appelait, je décrochais, je disais allô Bernard, il me disait ça va Bernard. En fait, on délirait Le là-dessus. running gag... Mais voilà, mais un truc idiot quoi. On disait tout le temps Bernard quoi. Et finalement, un jour on s'est dit mais comment on va l'appeler ce logiciel alors? Bah, dites donc. Et là Ça c'est tombait tombé sous le comme sens. une évidence. Voilà, et on s'est dit allez hop Bernard. C'est parti. Merci Bernard. Qui était aussi une émission des années 80 pour ceux qui connaissent. Ouais. Désolé, Roland j'ai pas la Topor, merci. C'est de l'humour, vous pouvez pas comprendre. Alors maintenant qu'on a un petit peu défini Bernard, vos profils et tout ça, alors en quoi ça consiste en vrai, de vrai Bernard? C'est quoi enfin, comment dire? Comment est-ce que vous le définissez quand vous allez le vendre? Bah c'est un logiciel. Voilà. Déjà. Qu'on installe sur un ordinateur. Donc c'est pas Ouais. une page web. D'accord. C'est très différent. On a plein de raisons techniques, on pourra l'aborder, mais on en a fait un logiciel. Et ce logiciel, c'est un truc qui permet d'organiser sa production. Voilà. Permet de faire le suivi de sa production. Donc une production, c'est quoi? C'est des choses à faire, des gens qui les font. Une deadline, un budget, des caractéristiques, des paramètres, des informations. Bernard, il regroupe tout ça en une espèce d'interface et il permet de gérer l'ensemble de ces éléments qui forment, moi, ce que j'appelle un projet, en fait, en image de synthèse ou dans d'autres domaines. Et par exemple, Bernard, il va s'attaquer à l'environnement de la machine. Il est capable de lancer une application, de définir l'environnement de l'application. Bernard, il va s'occuper des fichiers. Il va pouvoir les nommer, leur faire un versionning, définir leur nomenclature, les synchroniser entre différents sites. Il va s'occuper des personnes, leur planning, leur affectation. Il va s'occuper des assets, leur état, où est-ce qu'ils en sont. Il va faire les métriques, il va nous dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, etc., où est-ce qu'on a échoué. Enfin voilà, donc il va s'occuper de
de mettre ensemble voilà, c'est un genre de chef d'orchestre du studio qui permet de gérer plusieurs productions en même temps. Voilà. D'ailleurs, c'est un de nos arguments sur la plaquette. On a dit en anglais studio-centric, rather than project-centric. Parce qu'effectivement, Bernard, l'idée, c'est vraiment qu'on mette tout ce qui est dans le studio, finalement, dedans. Pas qu'un projet, en fait. Parce qu'on peut affecter des ressources d'un projet à un autre. On peut avoir plusieurs sites de production. Tout ça, Bernard le gère nativement, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une double interface, en fait, parce que t'as quand même, effectivement, parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Shotgun, F-Track, tout ça, qui est la partie vraiment prod, en tant que telle. Mais il y a aussi, en fait, ce que tu expliquais tout à l'heure avec les nodales et tout ça. C'est ça. La partie asset et comment la chaîne se construit, comment les dépendances entre, voilà, le modeling, le rig, l'anime, machin, etc. Qu'est-ce qui part d'où, comment ça rentre dans quoi, à qui. C'est ça. Il y a les deux en même temps, en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment ça qui est important parce que, en réalité, je donne aussi souvent cet argument quelque part pour dire en quoi il est différenciant par rapport aux autres solutions. C'est que dans Bernard, d'un côté, on a ce nodal qui est quelque part une explication de comment on produit. Donc, c'est-à-dire que souvent, quand on arrive dans une entreprise, et moi, ça m'arrive un million de fois, sauf quand il y a eu Frédéric Bonometti, parce qu'il tenait, lui, des documents à jour de process. C'était lui, Bernard. C'est personne d'autre qui a fait ça dans ma vie. Et en général, quand je me suis pointé en production, c'était bon, ouais, on va t'expliquer, va voir Michel, lui sait faire cette partie. Ah, t'as pas les plugins? Ah, quand on se fait que t'as pas les plugins, attends, je sais pas pourquoi t'as pas les plugins. Il est où ton ordinateur? Enfin, plein de questions comme ça qui arrivent à tous les gens qui rentrent en prod, en fait. En fait, Bernard, il résout ça. Parce qu'il y a un graphe qui montre où t'es, qui t'es toi, ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'on attend de toi, tes instructions. D'accord. Donc déjà, Bernard, il décrit visuellement le process pour tout le monde. Donc il met d'entrée de jeu tout le monde d'accord. Il n'y a pas de je suis pas à jour. Ah, comment ça, t'as pas fait ton export EXR en LWA derrière? Comment ça se fait? En fait, si, dans Bernard, obligatoirement, tu l'as fait. T'es passé par le nodal et donc t'as suivi le process qu'on a indiqué. Donc si je comprends bien, pardon, je t'interromps. Vas-y. Imaginons une situation. Il y a un nouveau rigueur qui arrive dans l'équipe. On lui assigne une machine. Et on lui dit, bah voilà, tu seras. Et on dit à Bernard, ok, il y a Jean-Michel qui arrive, qui est un nouveau rigueur, et il a cette machine-là, et donc Bernard, lui, va mettre le DCC qu'il faut, le Maya qu'il faut. Il pourrait faire ça. Bernard, il va pas t'installer des softs à ta place. Ça, c'est plutôt le rôle des IT et tout, et même d'installer Bernard d'ailleurs. Mais ce que va faire Bernard, c'est qu'il va contrôler l'environnement de travail. Donc, par exemple, le mec, il va recevoir par mail son login. Il va s'installer sur sa machine, il va se loguer à Bernard, et là il va aller dans sa vue My Task, et il verra ce qu'il a à faire. Quand il cliquera sur sa tâche, il verra où est-ce qu'il est dans le workflow, donc où est sa tâche dans le process par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il attend des autres, qu'est-ce qu'il va livrer. Il va avoir aussi ses instructions qui vont lui permettre de le guider, et donc et aussi quand il va double-cliquer sur ouvrir sa scène ou je sais pas quoi, Bernard va contrôler ça aussi. S'il a besoin d'un plugin, s'il a besoin de quoi que ce soit, alors c'est pas Bernard automatique, le gère ou pas? Alors oui, c'est ça. Bernard le gère, mais il faut que toi tu le configures, quoi. D'accord, bien sûr, il faut qu'il soit configuré à la base. Bien sûr. Bien sûr, comme la nomenclature. C'est comme la nomenclature, par exemple. Bernard va gérer la nomenclature de tes fichiers de versionning, mais tu dois définir via une expression quelle est la nomenclature que tu attends. Mais ça, tu le définis en amont. En pré-prod, tu sais que tu vas avoir besoin de tel et tel plugin, de tel versionning, de tel... Mais l'avantage de Bernard, justement, par rapport à ça me permet justement de rebondir sur ce que tu dis. Donc, tu vois, une fois que tu as ce workflow qui est donc la description du process visuel que la personne va utiliser, en fait, si tu as besoin, par exemple, de rajouter une étape, tu peux le faire en cours de prod, tu vois. Et c'est actif pour tout le monde, tu vois, ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'imaginons derrière le modeling, tu passais, je sais pas, aux UV, direct, et puis finalement, en cours de prod, je sais pas, c'est la mouise, tous les modelings sont pourris, et là tu dis, bon, il faut absolument qu'on fasse mettre une validation de modeling avant les UV, parce que les mecs, ils refont 5 fois les UV, ça sert à rien. Et ben là, tu vas dans ton workflow de tes assets sur lesquels il y a du modeling, donc pas les shots, évidemment, et là, tu vas introduire un node entre modeling et la validation, par exemple. Entre modeling et UV, tu vas mettre un node de validation du modeling. Et là, du coup, automatiquement, tous les assets vont être affectés par ça. Et tous les gens qui avaient fini leur modeling, d'un coup, ils se retrouvent avec une validation qu'ils n'avaient pas avant. Tu vois, t'as rien besoin de spécifier. Automatiquement, tu as changé ton process. Mais en fait, tout le monde est obligé de le suivre et tout le monde est au courant instantanément. Oui, ça ne se passe pas sur juste une communication d'un mail entre une personne et une autre. C'est dans ton process. Et en fait, quand toi, tu dois envoyer ton taf,
T'as pas le choix que de passer par là. C'est ça, et les gens affectés le savent. C'est-à-dire que le gars qui a fini son modeling, il va dire juste modeling done, le fichier est exporté, tout le process que tu auras mis en place dans Bernard. Mais le gars qui doit valider aussi, d'un coup, dans sa liste de tâches, il voit tous les modelings à valider, ce qu'il n'avait pas avant. C'est nouveau, mais il a maintenant. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la pré-prod, ce que Bernard permet justement, c'est que tout ce paramétrage que tu vas faire, tu peux générer des templates. C'est-à-dire qu'une fois que tu as paramétré pour un projet, par exemple d'animation, derrière ça, tu te crées un template de ton travail. Et Ouais. donc toute la gestion de la nomenclature, comme c'est des expressions, ça va prendre par exemple le nom du projet, le nom de la séquence, le nom du shot, et ça va te générer un nom. Et donc ça va être générique. Et donc ça va te permettre vraiment d'avoir ton projet déjà setupé pour la prochaine fois. Après, tu peux le faire évoluer, faire d'autres templates évidemment. Mais c'est vraiment cette idée dans Bernard, c'est de générer des choses réutilisables. Donc on veut vraiment faire des templates, que ce soit un template d'un projet global, mais c'est aussi des templates pour des assets, pour des personnages, pour des shots, des séquences. Enfin, on peut faire des templates pour tout. Ouais, ça Et fonctionne comme ça. Ouais. Ça fonctionne sur un principe de modèle, et nous, ce qu'on appelle des références. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais un shot, le shot, c'est une référence, et il a son modèle, et le modèle, c'est celui qui décrit le workflow du shot, en fait. D'accord. Mais ça, c'est disons, la meilleure la meilleure situation possible, quand tout se passe bien, etc. Mais on sait bien que forcément, il y a des projets, notamment, je suis désolé, je le nomme encore, mais Arcane, par exemple, qui a une manière assez spécifique de faire ses décors, par exemple, de faire, voilà, qui demande, en fait, de changer vraiment des gros morceaux de chaînes de fab, etc. Ça, c'est adaptable quand même, ou est-ce que c'est quand même... Ma question, en fait, c'est parce que tu disais que c'est quelque chose de réutilisable et donc, entre guillemets, générique, le plus possible, en tout cas, comment est-ce que ça s'adapte à des trucs très particuliers, justement, où là, tout d'un coup, on peut pas vraiment non plus utiliser la méthode, tu vois. En fait, tu as deux cas de figure. Soit tu es dans un process qui est très, on va dire, industrialisé et très cadré. Et Bernard va marcher très bien. Du évidemment. preschool, voilà, Par décor exemple, full 3D, perso full 3D, des choses on que se pose tu pas de as questions. bien calibré, quoi. Tu sais exactement où tu vas, de la pub, j'en sais rien. Et du coup, tu as ton workflow, tu comptes dessus, ça va pas bouger. Ensuite, tu as les cas de figure où tu as plusieurs branches possibles dans ton workflow. Puisque Bernard, évidemment, il permet d'avoir des variations sur ton workflow. Donc, tu peux te dire, tiens, je vais faire 3-4 branches pour les 3-4 cas de figure que je prévois, et on va suivre, puis je vais annuler, en fait, celle qui m'intéresse pas au moment où je veux sur tel asset. Et après, il y a un autre cas de figure, c'est que tu n'es pas obligé de rentrer autant dans le détail. En fait, tu peux utiliser Bernard comme un Kanban ou comme un outil classique, tu vois, de tâches fait, pas fait, tu vois. Qui te permettent de suivre quand même, mais tu rentres pas autant dans le process. Tu rentres pas dans les scripts, quality check, etc. Tu as juste grosso modo ta tâche, faire le shot. Voilà. Mais tu l'as quand même. Oui, c'est toi qui vois à quel point tu veux pousser. Tu mets faire le shot, valider le shot du mec, et tu as tes deux tâches, tu les assignes, le mec il se débrouille, tu lui dis juste tu places ton fichier à tel endroit quand tu as fini, et ça marche. Ok. Donc du coup, si je comprends bien, ça aide les artistes à bien faire leur boulot jusqu'au bout, à finaliser, etc., avec du quality check intégré dedans, mais ça aide aussi la prod à suivre correctement les trucs et pas avoir à courir après les infos. Mais voilà, c'est bien que tu reviennes là-dessus, parce que justement c'était un peu mon point de départ en 3 phases, mais je me suis arrêté à la première. Donc en fait, en gros, l'idée c'était, voilà, donc Bernard décrit le processus, donc tout le monde est informé. Bernard permet la production, puisque c'est en suivant le nodal et le workflow qu'on fabrique. Et Bernard permet le suivi de la production et même à la fin de sortir des métriques globaux. Donc en fait, on a le même outil, le même système pour les 3 phases de ta prod. La description, la fabrication et le suivi en fait. Et donc du coup, c'est en ça que c'est ingénieux, parce que t'as pas cette notion de reporting en fait. Dans tous les autres outils, à un moment donné ou un autre, t'as quelqu'un qui dit t'as rentré tes timelogs, t'as fait quoi la semaine dernière, t'as passé combien de temps sur telle tâche, et en fait, ou alors pourquoi ça pose problème sur cet asset là, je comprends pas, ou sur tout asset de modeling, c'est où que ça déconne. Tout ça en fait Bernard il le résout, puisque comme il est installé sur la machine et qu'il sait quelle tâche est en WIP, puisque tu as besoin de passer la tâche en WIP pour travailler, pour accéder à tes fichiers, etc., ben en fait il mesure tout seul le timelog sur les tâches. Donc à la fin de la journée, tu demandes rien à personne. Tu sais que le gars, il a bossé 4 heures sur tel asset et 4 heures sur celui-là, par exemple. Et tu sais aussi que ça fait 25 fois qu'il relance le rendu et que ça a pris 42 heures.
et tu te dis, tiens, il y a peut-être un problème au rendu. Quelque part. Voilà. Et Alors, nous, oui. mais on se sert Vas-y, aussi Guillaume. de cette histoire de timelog là pour nous, la gestion des heures supplémentaires. C'est-à-dire que dans Bernard, on peut organiser en disant bon, à partir de telle heure le soir, ça passe en heures supplémentaires, avec un tel pourcentage, le week-end, le samedi ou le dimanche, et tel pourcentage. On génère tout ça et à la fin du mois, la comptabilité fait juste un export du truc et il y a toutes les informations, on peut payer directement les heures Ça supplémentaires. aide même la compta, quoi. Ça Mais- aide même Bernard à compta. En fait, le Bernard, truc, c'est mais c'est ça, mais le truc qu'il faut voir, c'est que, en fait, nous, au départ, c'était un outil en interne, chez 3D Matchmover. 3D Matchmover, comme vous le savez, c'est une société d'outsourcing, donc qui était en compétition avec les Indiens et les Chinois, et donc nous, on l'a fait en Tunisie. Et on était en France, Guillaume, il était je sais pas où, j'en avais... voilà, Avec son sac à dos et sa tente Quechua. L'autre associé, Jean-Daniel, lui, il était en Tunisie, et puis après, il est parti à Paris, etc. Donc, tout le monde était un peu de partout. On avait des freelances au Canada, machin. Et en fait, pour suivre tous ces gens de partout, et surtout pour être juste, en fait, il fallait qu'on ait vraiment un truc un peu précis, quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les outils. Donc, il y a la mesure du timelog, et qui permet, évidemment, à un moment donné, de dire, toi, t'as bossé le week-end, ou t'as bossé jusqu'à minuit, il faut que tu sois rémunéré. Et aussi, des outils de performance. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des KPI, quoi, des Key Performance Indicators, qui donnent des informations sur ta prod, combien tu as vendu d'heures et tu vas sortir en combien d'heures, quoi. Ou combien tu as fait de retake. Dans Bernard, on a mis un truc de poids sur les retakes pour dire si la retake elle est de 0 à 100%, si elle est lourde ou pas, en fait. Et donc, quand tu mets tes retakes, en fait, ça cumule ce poids, et donc à la fin, tu as une info, et tu sais... sur ce projet, c'était beaucoup de retake client, beaucoup de retake interne, tu peux avoir des infos là-dessus, et donc ça t'aide aussi à... Au niveau post-mortem, ouais, ça t'aide aussi de regarder ce qui est... Et nous, on se sert même dans de le ça rétro, quoi. pour rémunérer les gens, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont une prime, justement, par rapport à cette performance. Alors, imaginons un artiste qui ouvre une scène à 17h30, Ouais. qui commence à bosser sur un modeler, qui bosse sur son asset, qui oublie d'éteindre Maya et qui se barre. Pas de souci. Toute la nuit, il va avoir fait 12 heures de... Mais non, en d'heures fait, sup. on a vécu tout ça. Mais je pose quand même la question. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Bernard, il a tu peux configurer des décomptes, en gros. Donc, nous, dans notre cas, c'est si au bout de 5 minutes, il n'y a plus d'activité sur ordinateur, il passe la tâche en pause. D'accord, c'est Et que si si tu tu reviens, reviens et faire voilà. pipi ou faire autre Voilà, chose, ouais. si tu reviens dans moins de 2 heures, il te repasse automatiquement la tâche en whip dès que tu secoues ta souris, quoi. Alors, ça veut dire que du coup, par exemple, quand on va lancer un logiciel depuis Bernard, le logiciel va être vraiment attaché à Bernard. C'est comme Alors, un sous-process de Bernard. Alors non, et c'est un process détaché quand même, parce que Ok. si tu fermes Bernard, il faut pas que ton logiciel tu le perdes, ou si Bernard plante, donc c'est un process vraiment détaché. Bernard ne plante pas. Bernard, jamais. Et mais par contre, on fait un lien. Donc nous, le lien qu'on fait généralement, mais après ça c'est aux gens qui vont développer le pipeline, et c'est justement ça que Bernard est intéressant aussi, parce que justement il est très intriqué avec le développement du pipeline. C'est que nous, ce qu'on va faire, c'est que en gros tous les trucs, tous les objets dans Bernard de programmation, ils ont un ID qui les identifie de manière unique. Un numéro d'immatriculation. Voilà, un numéro Ouais, d'immatriculation ouais. qui est unique. Voilà, donc on peut pas se planter, il n'y en a pas un autre pour un autre truc. Et donc notamment sur le fichier, sur la scène Maya qui est dans Bernard, donc il y a un ID. Et donc on va indiquer à Maya quand on le lance quel est l'ID de la scène. Donc dans Maya, on va enregistrer dans la scène l'ID du fichier. Et du coup après dans Bernard, via l'API de Bernard, donc l'API c'est un outil d'aide à programmer Bernard, quoi, en fait. Tu vas dire je veux donc j'ai l'ID, donc t'es qui? Ça va me dire je suis tel fichier, c'est qui ton parent? C'est la tâche, c'est qui ton parent? C'est le shot, c'est qui ton parent? C'est le projet, voilà, tu as toutes les infos à partir du fichier. Donc ça te permet avec l'API de consulter toutes les infos que tu veux dans Bernard, mais surtout de faire ce lien, voilà, entre tes logiciels et Bernard, et tes tâches. Ok. Est-ce qu'il fallait qu'on définisse l'API ou... Non, il a... Oui, Ouais, en il deux a mots, défini. C'est Ouais. une boîte à outils pour dev. Voilà, c'est ça, ouais, C'est une interface en fait. Moi qui connais pas par exemple le dev, c'est un truc qui t'aide plutôt que d'aller dans du code pur, d'avoir des On va outils pas pré-mâchés. réinventer la roue, c'est le provider, la Ouais. personne qui crée l'outil, qui va venir avec une série de raccourcis, vraiment. très Ouais, très voilà, simples parce que c'est ce que pour pouvoir interagir avec quand vous l'outil. parliez de pré-prod tout à l'heure, je me demandais à quel point c'était interfacé pour quelqu'un qui a besoin justement d'adapter Bernard à son projet, à quelle facilité il va aller là-dedans, commencer à
à tritouiller justement les nœuds, les étapes, etc. Est-ce qu'il doit vraiment rentrer dans le code? Est-ce qu'il y a une formation? C'est itératif. Bon, alors oui, c'est vrai que je reconnais ça. Actuellement, même si on a de la doc et tout, il y a quand même une première marque qui est un peu, tu vois, il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu difficile au départ, parce qu'il y a quand même plein de choses à découvrir. C'est un logiciel qui est vraiment très complet. Il y a beaucoup d'aspects, donc tu vois, c'est comme tu vas pas dire tu vas maîtriser Maya demain, tu vois, même si ça te paraît facile ou je sais pas quoi, il te faudra un peu de temps. Bon, Bernard, c'est un peu pareil dans le même genre, quoi. Et en fait, pour l'API, par exemple, nous, notre fonction d'API, elle s'appelle call Bernard. Donc tu écris call Bernard. Donc après, tu as Bernard avec toi en objet Python, quoi, et tu dis Bernard, par exemple, tu as une fonction qui s'appelle find object. Et find object, cette fonction elle prend des attributs, par exemple ça va être, tu vas donner le parent, si ta recherche est récursive, sur quels critères tu veux trouver les objets, et grâce à ça, ça va te renvoyer la liste des objets que tu cherches. Et ensuite, tu as plein d'autres méthodes qui te permettent d'agir sur ces objets, changer l'état d'une tâche, le renommer, changer un attribut, tout ce que tu veux en fait. Après, quand on fournit Bernard, on donne quand même des templates. Genre, il y a un template d'animation, un template de VFX qui permet de pas partir, on va dire, on n'est pas en slip, quoi. On part avec et puis surtout, Bernard n'est pas en slip. Surtout, nous, on est là, quoi. C'est notre but. C'est-à-dire que pour l'instant, on est 3 et voilà, on fait ce qu'on peut. Mais le but, c'est quand même d'accompagner les gens qui décident de choisir Bernard, ce qui nous fait énormément plaisir. Choisissez Bernard, c'est pour votre bonheur. C'est pour vous. Votez Bernard. Voilà, votez Bernard. Mais ceux qui choisissent Bernard et qui se disent, bon, mais tiens, on va essayer de passer notre pipe dessus, notre prod, nos projets, on va les accompagner. Vraiment, de manière étroite, on va les suivre pour qu'ils y arrivent. Alors, juste pour corriger Manu, quand même, on est 3, oui, en France, on va dire les 3 associés, mais après, on a une équipe de développeurs, 6 personnes de développement, plus un développeur senior. Un demi-Rémi. Un demi-Rémi. Un Ré ou un Mi, alors voilà. Développeur de Rhizome UV. Voilà, qui développe en partie Bernard aussi. Ouais. Et justement, alors du coup, qui sont vos principaux clients, pour qui vous avez bossé? Quel genre de projet déjà Bernard a déjà réussi à amener... Qui a voté Bernard? Qui a voté Bernard? Alors, chez 3D Match Mover, Bernard a permis de faire de très beaux projets, comme actuellement, là, vous avez le Top Gun qui est au cinéma. La dernière de Stranger Things, on a eu pas mal de shots là-dessus. On travaille actuellement sur le dernier Game of Thrones qui sortira, je pense, à la fin. Ouais, qui va sortir en août. Bon, voilà, on a eu la chance de travailler sur beaucoup de beaux projets comme ça avec 3D Match Mover. Et aujourd'hui, donc, on est dans la société 2 minutes. Ils sont en train de faire un film qui s'appelle Lendaris. Donc là, c'est un projet intéressant pour nous parce qu'ils sont multi-sites, donc ils ont plusieurs studios. Ils en ont un à La Réunion, un à Angoulême et un à Paris. Donc il fallait que tout ce moment travaille ensemble. Donc ça nous a permis de faire ça. On travaille aussi avec Unitimage. Donc avec Unitimage, donc là, on a un petit challenge avec eux, c'est que eux... ils ont adoré Bernard. Par contre, ils ont un pipeline qui est solide. Ça marche bien. La société fonctionne très bien pour les gens qui la connaissent. Et donc, du coup, ils nous ont dit, bon, nous, ce qu'on veut, c'est que Bernard va d'abord se connecter à notre pipeline. Donc, eux, ils utilisent Kitsu et ShotGrid. Et il faut d'abord qu'on lise et qu'on puisse écrire sur les deux. Donc on communique avec eux. Ça c'est fait, ça déjà. Voilà, ça c'est fait. Yes. Pour que, on l'espère ensuite, ils basculent gentiment, tranquillement vers Bernard et qu'on arrive à... Voilà, parce que eux, ce qui les intéresse vraiment dans Bernard, c'est le Gantt. Donc pour ceux qui connaissent pas un diagramme de Gantt, c'est un truc qui représente les tâches et leurs dépendances. Donc c'est une forme de planning avec des dépendances dedans. Et donc dans Bernard, il y a un diagramme de Gantt. Et il y a aussi une vue qui s'appelle la workload, qui est un peu l'équivalent du diagramme de Gantt, sauf qu'en fait, la workload, ça représente les tâches des utilisateurs. Donc, au lieu que ce soit du point de vue de l'asset, genre en asset, on va dire, tiens, il y a tel asset, il y a modeling, texture, shading. Bon, mais quand on est en workload, c'est telle personne, il fait quoi? Modeling, si c'est un modeler. Voilà. Donc, c'est comme ça que les deux choses sont présentées. Et donc dans Bernard, il y a cette vue workload et il y a ce diagramme de Gantt. Et en fait, Unitimage, qui ont un fort pouvoir de persuasion, nous ont dit mais attendez les mecs, votre workload, elle est bien, mais nous on veut ça, ça, ça et ça. Et on a dit, mais oui, bien sûr. Et donc là, maintenant, on est en train de suer sang et eau pour sortir le truc. Parce qu'on dit toujours oui, bien sûr. Mais du coup, ça fait évoluer les retours utilisateurs font évoluer. Carrément, là, on retape tout là. Ouais. Et puis la chance qu'on a, c'est que du coup, là, chez Unitimage, l'un des associés qui s'appelle Léon Bérel,
à quelqu'un qui est lui aussi depuis fort longtemps dans l'industrie, nous fait des retours et ce qu'il fait, c'est qu'en plus, ces demandes, il essaie de faire des demandes génériques. C'est-à-dire qu'il essaie de nous demande des devs particuliers, qu'est-ce qui va marcher partout, pour nous éviter de faire quelque chose vraiment de spécifique pour eux. Et puis même nous, c'est un peu notre devise, c'est-à-dire qu'on est prêt à aider les gens à faire des choses qui les intéressent, mais il faut évidemment que ce soit quelque chose qui puisse être utilisé par tout le monde. Et donc, on va avoir une belle nouvelle version, normalement, mi-juillet, fin juillet, un truc comme ça. Voilà, après, sinon, il y a Le Truc aussi, qui est une boîte qui est spécialisée dans les visualisations de montres. Donc, ils sont, eux, basés en Suisse. C'est le nom de la société, Ouais, Le Truc. Le Truc, ouais. Donc, ils sont en Suisse et ils font vachement de montres, genre Tiger, Rolex, ce genre de trucs. Ils font des vidéos spécialement pour ces gens-là. Donc, c'est un peu un métier de niche, mais ils font beaucoup d'images de synthèse. Et donc, pareil, ils passent sur Bernard. Et après, il y a aussi une boîte japonaise qui s'appelle Megalis. Peut-être que vous connaissez. Oui, parce qu'ils ont travaillé sur Oni, il me semble. Exactement. C'est là où a travaillé Oni, qui va bientôt sortir sur Netflix. D'ailleurs, on travaille aussi avec eux, avec 3D Matchware, et on travaille aussi avec eux, puisque là, ils sont en train d'implémenter Bernard. Et là, ils l'utilisent d'une manière très différente de tous les autres, en fait. Ils l'utilisent un peu comme un genre de gestionnaire de script, quoi. C'est-à-dire qu'ils font, il n'y a pas tellement d'assignation et tout. Ils l'utilisent vraiment que pour balancer du script à gogo, quoi. Voilà. Mais bon, ils vont basculer normalement cet été justement sur la gestion de projet. Voilà, mais pour l'instant, ils sont vraiment restés sur une utilisation très comme un outil d'automatisation exclusivement. Voilà. D'accord. C'est intéressant ça. D'ailleurs, c'est une question qui travaille un peu depuis tout à l'heure. Côté, on est sur un studio manager, mais est-ce que Bernard sert aussi à tout ce qui est tech pour s'organiser dans le travail? Ben ouais, moi par exemple, les tickets de développement, ils sont dans Bernard, quoi. Ils sont dans Bernard. Il n'y a pas de c'est directement intégré là-dedans. Ouais, en fait, en gros, non, c'est pas vrai à 100%. Pour être totalement juste, j'utilise Jira. Ouais. Donc, parce que c'est un outil qui permet qui a intégré toutes les techniques de développement, donc les sprints, toutes les choses. En fait, si vous êtes un peu au courant de ces trucs-là, de tickets, méthode agile et tout. Ouais. Donc ça, c'est dans Jira, c'est quand même assez intéressant. Et en fait, dans Bernard, j'ai mon planning en fait, parce que dans Jira, pour planifier et avoir un Gantt, on a envie de se pendre en fait. Et donc, du coup, j'ai mis tous mes tickets dans Bernard, et puis j'ai créé une petite action, parce que dans Bernard, il existe des actions. Donc, des actions, c'est quelque chose qu'on peut appeler contextuellement sur un objet de Bernard. Et quand je clique sur mon action sur un objet de Bernard, ça m'ouvre Jira. Donc, j'ai le lien entre les deux assez facilement, parce que je veux garder Jira pour avoir... Jira, c'est quand même bien parce que il y a beaucoup de trucs textuels dedans, quoi. On peut copier du code, etc. Donc, pour des développeurs, c'est vachement pratique. Et donc, je garde quand même Jira là-dessus. Et puis aussi pour faire la revue de code, c'est connecté à GitLab. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont, eux, ne sont pas implémentés dans Bernard. Bernard n'a pas de connexion à GitLab, par exemple. D'accord, mais potentiellement, ça peut en tout cas déclencher des actions dans GitLab, c'est ça? Pas déclencher des actions. C'est dans Bernard que je me suis mis une action pour me faciliter le lien avec Jira. D'accord. Et en fait, dans Bernard, j'ai mon planning surtout. C'est-à-dire que le matin, avec mes développeurs, j'ouvre Bernard, on regarde le planning, où vous en êtes, et puis je leur mets les étapes. C'est-à-dire spec, code, revue de code, test unitaire, écriture de la doc, tu vois, tout ça c'est écrit. Puis moi je dois valider à chaque étape, et donc on voit ce qu'ils font. Et ça, effectivement, dans Jira, t'as un peu un truc de workflow, mais c'est tout naze en comparaison, quoi. Et donc du coup, là, ça te permet vraiment, tu vois, tu peux dire à ton gars, voilà, t'as fini ton code, maintenant il faut faire les tests unitaires, je t'attends sur les tests unitaires sur tel ticket. Voilà, et puis tu peux planifier, tu peux dire, bon, mais en fait, tes specs, elles doivent faire 20, 10, 30, 40%, ton code, il doit faire 20, 10, 30% du temps de travail, tes tests unitaires aussi. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ces aspects-là. Dans Jira, tu vas avoir un gros ticket, ça contient tout finalement. Et puis tu as une date de début, une date de fin, mais tu le vois pas dans un planning. Enfin, c'est infernal si tu veux faire ça. D'accord, oui. Oui, tu as l'image globale, mais tu n'as pas le détail et le suivi. Tu n'as pas le processus, tu n'as pas les dépendances. Ce que permet Bernard, quoi. D'accord. Ouais, vas-y, pardon. Non, je disais juste que en fait, Bernard, c'est un peu la preuve que ce qu'on a fait avec Bernard, c'est vraiment on a essayé de bâtir un logiciel, un peu un sandbox qui permet de faire n'importe quoi. Donc là, par exemple, on a fait une présentation, je ne me rappelle plus le nom de la société, mais une société qui fait du doublage. Et donc, du coup, ils veulent aussi s'organiser les process avec ça. Et comme on dit peut-être tout à l'heure, on fait aussi... Il y a notre cabinet comptable qui sont intéressés pour organiser leur process et utiliser Bernard aussi. Donc vraiment, on peut faire n'importe quoi avec Bernard. Ça ratisse large, ouais. Ça ratisse large. Mais c'est le but. Vous avez pensé à la crypto-monnaie? Non, je plaisante.
Et en Next, fait, c'est l'étape suivante. On avait prévu des crypto Bernard, mais bon. T'en parler de la prochaine émission. Bernard Cohen. Tu voulais dire quelque chose, Vivi? Non. Compris, vas-y. Bah, du coup, comme tu commences à parler un peu des logiciels qui sont liés à Bernard, quels sont est-ce que déjà une passerelle envers un logiciel que vous n'auriez peut-être pas encore intégré, etc., c'est assez facile à faire? Et quels sont les logiciels de manière globale déjà que on sait, voilà, demain, si j'ai Bernard, je peux bosser avec Maya, Hervé, je sais pas. Alors, on n'a pas beaucoup d'intégration pour l'instant, parce qu'en fait, finalement, on a fait que des trucs qui nous servent à nous. Donc, on a une intégration avec 3D Equalizer, avec Maya. Nuke aussi, voilà. Okay. Et en fait, il faudrait qu'on en fasse plus, mais c'est vrai que je me suis pas du tout concentré là-dessus, quoi. Et 2 minutes, par exemple, a fait un pont avec Unreal. Ouais. Donc là, eux sont capables de générer, créer leur scène Unreal, faire des rendus automatiques et tout ça géré par Bernard, quoi. Ok. Et pareil, je pense qu'ils sont en train aussi de faire leur pont avec Blender, non? C'est eux, c'est le Non, Blender, c'est le truc. C'est le truc. Donc en fait, oui, tu peux faire un pont vers n'importe quel logiciel qui te permet de programmer avec, hein. Donc tous les grands logiciels de la 3D évidemment et même de la 2D, je pense pour la plupart, on peut faire ça. Mais c'est vrai que nous, là-dessus, on a un peu de retard, quoi. C'est vrai que nos concurrents, ils ont tous des plugins pour plein de logiciels. Nous, ça manque. Après, l'API permet quand même de faire ça assez rapidement et facilement. Si quoi. toi, t'es développeur, tu sais le faire. Oui, parce que C'était la question de Ouais. est-ce que vous guidez aussi sur comment implémenter pour que ce soit compatible Bernard ou ça fait pas partie de votre suivi avec les entreprises? Bah, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu une doc de guideline. Tu veux faire ton plugin, c'est quoi les bonnes recommandations? Après, c'est vrai que, comme Guillaume a dit, Bernard il est très ouvert. Donc, en fait, tu peux complètement changer de manière de faire. Tu vois, tout à l'heure, je donne un exemple. J'ai dit, on utilise l'ID du fichier, par exemple, pour travailler dans la scène. Mais en fait, il y a des gens qui ont peut-être d'autres process ou d'autres manières de faire, ou peut-être qu'ils mergent plein de fichiers dans une scène ou je sais pas quoi. Et peut-être que leur lien, ça va pas être l'ID du fichier, ça va être l'ID d'autre chose. Et donc, en fait, je pense qu'il y a chacun peut faire comme il veut, quoi. Mais c'est vrai qu'on devrait faire un truc un peu qui est le standard, on va dire, qui va pas dépayser tout le monde. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on sait que justement, comme c'est un peu un virage, pas à 180 degrés, mais on accompagne les gens dans le fait de bâtir ce workflow. Parce que souvent, c'est ça, les gens, ils savent à peu près comment ils travaillent, mais quand on commence à le mettre sur le papier, ça commence à être compliqué. Et c'est là, nous, on les accompagne au départ. Pour la transition. la bascule. Bernardesque. C'est vrai que ça, c'est vraiment une phase qui est super intéressante parce qu'on l'a fait plein de fois, parce qu'on l'a fait à la fois avec les vrais clients, ceux qui sont impliqués, et aussi avec des démos. Et en fait, les gens, le jour où on fait la démo, on leur dit, bon, ben, allez, on fait le workflow, alors comment tu bosses? C'est quoi ta première étape? Et là, plein de questions qui arrivent, il y a la chargée de prod qui intervient, il y a un tel qui dit ça, machin. Et en fait, on se rend compte que déjà, ça leur permet de formaliser leur process. Rien que le fait d'avoir Bernard et d'avoir cet outil qui permet de designer le truc, ils commencent à formaliser, ils se rendent compte, en fait. En fait, on se rend compte qu'ils l'ont jamais mis sur le papier. Ils l'ont toujours en tête, ils savent comment ils bossent, évidemment, puisqu'ils produisent, ils gagnent leur vie, ils savent ce qu'ils font. Mais en fait, ils l'ont jamais formalisé. Et Bernard, justement, va leur imposer de formaliser le process et de décrire comment ils fabriquent. Et finalement de le mettre à plat et de voir où est-ce que ça coince dans les rouages, quoi. Puis des fois, ils vont se poser des questions. Par exemple, tu vois, il y a une question qui revient tout le temps, et d'ailleurs, ça va peut-être être un nouveau feature de Bernard, c'est que les gens, ils se posent la question de la parallélisation. C'est-à-dire que tu as les gens qui sont prêts à bosser itérativement, quand ça c'est fini, je commence ça. Mais il y a des gens qui disent « Ah non, mais en fait, même si c'est pas fini, je m'en fous, je veux commencer le reste parce que j'ai pas le temps. » Et donc là, du coup, tu commences à faire des tâches en parallèle, tu vois. Et lesquelles tu vas vraiment faire en parallèle, lesquelles sont mergées à la fin, voilà, tout ça, ben, en fait, tu vas le décrire dans ton workflow. Et c'est très intéressant, en fait. On se rend compte qu'en général, les clients, ils apprécient faire ça. Au départ, ils sont un petit peu surpris, puis rapidement, ils se prennent au jeu, et là, tout le monde commence à intervenir. Et toute la subtilité, je trouve, de ça, parce que moi, ça me fait penser à un truc que j'ai eu à MacGuff qui s'appelle 1K. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de mettre l'œil sur ce truc. Ouais, j'avais entendu parler. Qui était un asset manager de là-bas, donc c'est vraiment pareil, des nœuds avec des fils, et tu sais voilà, de quel département ça vient et où est-ce que ça va, etc. Très interfacé et tout. Et le truc subtil, je trouve, c'est de rendre ça agréable aussi pour l'utilisateur, parce que c'est très vite très dense.
en fait, forcément, comme tu dis, tout le monde, en fait, justement, quand tu poses la question, tu te rends compte qu'il y a 12 000 branches en même temps, qui viennent de partout, et notamment pour les animateurs, mais pas que, il y a beaucoup de départements qui se rendent pas compte, en fait, de tout ce qui rentre dans leur fichier, tout ce qui doit en sortir, et comment, et tout, et c'est vrai que ça peut être un peu, comment on dit, overwhelming, je sais pas le mot en français. Ça fait peur. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident donc c'est cool si les gens s'y prennent au jeu, c'est que ça les... En fait, ce que tu dis, c'est que souvent, dans ce genre d'outils, ça a été ce qu'on appelle des data flows. C'est-à-dire que tous les nodales qu'on a vus comme ça, c'est de la programmation visuelle souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ça te présente les fichiers ou les valeurs ou les data qui passent d'un node à l'autre et comment dans le node ils sont traités et quels sont les algorithmes au sein du node qui vont gérer les embranchements suivants. Donc tu vois, Ice, Houdini et Curtis par exemple, c'est des data flows. C'est des trucs qui gèrent des données, qui les traitent. Bernard, c'est pas un data flow, c'est un workflow. C'est-à-dire que Bernard, il te parle des gens en fait. Il parle de qui fait quoi et qui fait quoi après, tu vois, et qui a fait quoi avant. Et les data, elles sont en dessous, cachées. Et les data, elles sont cachées en fait, finalement. C'est le travail du pipeline qui est connecté à Bernard, bien sûr, mais finalement, elles sont pas représentées, tu vois. Tu as tes fichiers, etc. Tu y accèdes via l'API, tu y accèdes dans Bernard, tu les vois, tu as tes versions, tu as tes thumbnails et tout. Mais en fait, tu vas pas passer beaucoup de temps là-dessus, finalement, puisque ce que tu fais, c'est surtout de dire qui travaille avec qui attend quoi, à quel moment, qui dépend de quoi, qui valide, tu vois. Et alors, de l'autre côté, est-ce que vous avez eu, en contrepartie, est-ce que vous avez eu des retours comme quoi les gens, finalement, ne savaient pas vraiment techniquement ce qu'ils livraient? Parce que je sais que c'était aussi le problème, enfin, c'était pour ça que là-bas, en tout cas, ils avaient vraiment envie de pousser ce côté très technique, c'était que les gens sachent mieux ce qu'ils vraiment ils livrent, quoi. Est-ce que c'est un MB, est-ce que c'est un cache, est-ce que c'est un ABC? Ça, tu l'as, en fait, dans Bernard, c'est-à-dire que tu as ce liste de tous ces fichiers, des caches que tu exportes, machin. Logiquement, ça doit être visible dans ton workflow si tu as des nodes de script qui s'occupent de ça. Et en fait, c'est aussi une amélioration qu'on prévoit dans cette année, c'est-à-dire de pouvoir faire figurer au sein du workflow les embranchements, enfin les liens qui sont ceux des fichiers. Pour l'instant, on ne le fait pas figurer parce qu'on s'était dit ça va faire spaghetti. Ouais, c'était le piège, c'était le truc. Voilà, et on nous a convaincus que s'il fallait le faire. Donc, on va y avoir un affichage, mais qui ne sera pas obligatoire. En fait, de base, ce ne sera pas affiché. Mais si tu le souhaites, tu pourras rajouter un layer de plus finalement dans le nodal. Et ce layer te montrera les fichiers qui sortent de tel endroit, en quelle version, et ils sont utilisés par qui à quel autre endroit. Pour que tu aies cette gestion-là visuelle aussi des fichiers. Okay. Mais pour l'instant, ça c'est... on va dire implicite. Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, Bernard permet de s'affranchir d'un logiciel comme ShotGrid et en plus de lui mettre une dose d'humain, enfin de gestion humaine, enfin de main-d'œuvre en plus. Clairement, en fait, parce que pour moi, tu vois, dans Shotgun, il y a des grosses limitations. Par exemple, dans Shotgun, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer des états, tu vois, quand ils vont avoir une difficulté à décrire un processus qui devient de plus en plus complexe. Donc, par exemple, au début, tu as ton état, c'est whip, ready, done, tu vois. Voilà. Et puis, un jour, tu te dis, en fait, j'ai besoin de savoir quand le shot, il est en attente de validation du réel. Donc là, tu rajoutes un nouvel état, waiting for validation réelle, au futur, tu vois. Oui. Puis après, tu vas dire en fait, c'est bon. Là, il est transféré sur le FTP. Donc, copied to SFTP, tu vois. Là, ça, c'est au passé. Il a été copié, tu vois. C'est pas l'état présent. Et donc, petit à petit, tu te retrouves avec plein d'états. 10, 15, 20, 30. J'ai vu, par exemple, chez Unity-Image, il y en avait 45 au final de données d'états. Tu vois, mais qui n'utilisent plus, tu vois. Il y en a des vieux, machin. Ouais, tu vois, c'était la même à GUF, il y en avait aussi. Et en fait, c'est la même partout. Tu gardes des trucs. Je l'ai vécu de partout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu as plein d'états comme ça? Quelles conséquences ça a? Déjà, premièrement, tu sais pas lequel est avant, lequel autre. Tu connais pas leur ordre. Et donc, si tu veux les gérer par script, tu dois intégrer dans ton script l'intelligence, c'est-à-dire ton script doit savoir quel est leur ordre. Si tu as un nouvel état qui apparaît, tes scripts ne marchent plus. À moins que tu les mettes tous à jour pour gérer ce nouvel état. Et en plus, quand tu regardes ton état, au final, c'est pas clair, puisque ta tâche, est-ce que c'est son état présent? Est-ce que c'est ce qui est attendu? Ou est-ce que c'est ce qui est passé et c'est fini? Et si c'est passé, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, exactement. Donc en fait, tout ça, c'est pas réglé en fait par ShotGrid, FTrack et tout. Dans Bernard, tu as un nombre d'états qui est limité. Tu en as 6 et tu n'as pas le droit d'en créer d'autres. Donc chaque tâche, tu as ready, c'est prêt, waiting, ce dont je dépends n'est pas fait,
whip et pose, qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. En fait, whip, c'est actuellement quand tu regardes à cet instant T, quelqu'un bosse dessus. Pause, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à bosser dessus, mais là, il est en pause. Il est parti faire pipi. Voilà, il fait D'accord. pipi, dort, ce que tu veux. Done, c'est fini. Et aborted, c'est j'annule cette tâche, je veux plus la faire. Voilà. Ok. Et en fait, du coup, tout fonctionne. Tous tes scripts fonctionnent tout le temps, parce que les états sont connus, ils ont un ordre, on sait exactement ce qu'il en est. Et c'est l'état présent. Ce que tu constates, c'est le présent de cette tâche. Et en fait, le jour où tu veux complexifier, par exemple, tu dis, ouais, mais j'aimerais bien qu'il y ait une validation de superviseur et que je la suive. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un node. Tu rajoutes une nouvelle tâche qui, elle, a à nouveau un état, oui, prédit, machin truc. Et donc, du coup, ça marche tout le temps. Tu vois, tes scripts, ils sont réutilisables à l'infini, tout ton workflow, il fonctionne tout le temps, quelle que soit la configuration que tu vas faire, la complexité, elle va résider dans le graphe, dans ta Tu n'as que topologie. 6 états maximum à gérer. C'est ça. Donc Bernard, c'est le futur dans le présent. Et bien sûr, Exactement. bien sûr. Voilà, donc ça, c'est... Avec un nom du passé. Formidable. Voilà, donc je pense un gros atout, c'est ça aussi. Tu vois, c'est cette contrainte forte qu'on a mis. D'accord. Ben c'est... Ouais, c'est super, ouais. Moi, je me rends compte que quand même, Bernard, il a vraiment ce côté écosystème avec plein de services qu'il propose. On les utilise pas, peu importe. Mais par contre, il reste quand même globalement plutôt flexible, ce que je comprends. Vous permettez d'autoriser, justement, quelle que soit l'entreprise, s'adapter ou venir s'insérer là où ils veulent. Donc, c'est plutôt cool, de bon aspect. Justement, par rapport à ça, deux choses. Côté gestion data, est-ce que Bernard vient avec la capacité de se connecter à une DB ou est-ce qu'il vient avec sa Base de propre données DB? Oui, pardon. mais Ce j'ai genre de entendu choses. IMDB. Je sais, mais qu'est-ce qui est quoi? Et ensuite, en gros résumé, quels sont les différents services potentiels que Bernard va proposer? Est-ce qu'il y a un loader? Est-ce qu'il y a un publisher? Potentiellement, ce genre de choses. Alors en fait, par rapport à la base de données, en fait, Bernard, c'est un logiciel cloud. Donc c'est un logiciel aujourd'hui qu'on appelle SaaS. C'est-à-dire que quand tu installes Bernard, en fait, il est adossé à une base de données, en fait, automatiquement. Donc dès que tu rentres un truc dans Bernard, c'est automatiquement enregistré dans la base. Tu peux pas faire autrement, quoi. C'est impossible. Dès que tu écris le moindre truc, dès que tu définis le moindre truc, c'est dans la base, en temps réel. Et donc c'est ça qui permet que tout le monde ait accès aux mêmes informations au même moment. C'est que c'est dans la base et que la base informe tout le monde. En fait, il y a un système de synchro, tout ça, c'est très compliqué, mais bon, on s'en fout. Et cette base de données, c'est une base de données MongoDB. Et donc, elle contient toutes tes datas en permanence. Et cette base de données est dans le cloud. Et dans le cloud, absolument. D'accord. En fait, c'est nous qui la mettons en œuvre pour les clients. Voilà. Ok. Donc, le client, quand il paye sa licence, il paye une petite partie des serveurs qui sont mis en jeu pour avoir une base de données accessible dans le monde. Voilà. Donc s'il y a une panne Internet, C'est Bernard est dans le fucké. Ouais, t'as plus Bernard. Ouais, c'est comme Bernard est Chopin. connecté, il est dans l'air du temps. En même temps, si t'as une panne d'internet, t'as plus Gmail non plus. Oui, bah oui. Si t'as une panne d'internet, t'as plus Facebook, t'as plus Slack, t'as plus rien en fait. Ouais, oui. Donc on n'allait pas faire un truc, tu vois, une version offline et on allait se rendre fou en tant que développeur. On s'est dit, on va être comme tout le monde. Si t'as plus internet, ben tant pis pour toi. Quoi. Aujourd'hui. Ça, et puis du coup, Bernard, il gère aussi tout ce qui est file system. C'est quoi les différentes features? Voilà, alors il est sur Mac, Windows et Linux. Ok, super. Donc il fonctionne sur le système de la machine. Donc si ta machine accède à un NAS ou à des fichiers en local, ben Bernard y accède aussi, exactement avec les mêmes droits que l'utilisateur qui se logue sur Bernard. Et ensuite, pour répondre à ta question de service, par exemple, tu parlais de loader, publisher, tout ça. En fait, ça, c'est le genre de truc qu'on va faire dans une petite tâche. Une tâche de script. Tu vois, il y a des gens, par exemple, on a vu chez comment s'appelle la boîte de Madrid, là. Pas Lion. Elanchito Ouais, non, chez Skydance Skydance, Animation, par exemple, puisque c'est un client qu'on essaie d'avoir avec Bernard. Ils ont un gros truc de publishing très compliqué qui merdoie à fond, quoi. Que ça arrive, hein, c'est pas que voilà, Ouais. tout le monde a connu ça des fois. Et en fait, dans Bernard, ce que tu fais, c'est qu'à la fin de ta tâche de travail normale, bah, tu vas installer une tâche de script qui, par exemple, fait ton quality check. Puis tu vas installer une autre tâche de script derrière qui fait un upload sur le backup ou sur le SFTP avec la version que tu veux. Puis une autre qui l'envoie valider sur une machine où il y a un mec qui valide. Et puis une petite dernière qui informe le département suivant que c'est bon, c'est prêt, tu vois. Ouais. Et c'est ça ton publish, en fait. Ça fait partie de ton process. Donc t'as pas genre une tâche de publish. C'est toi qui vas définir qu'est-ce que c'est ton publish. Par exemple, nous, chez 3D Match Mover, on a un truc qui permet de faire les packages.
Parce qu'on travaille donc avec des clients, genre comme Cinesite, Framestore, ce genre de choses. Chacun a des attentes spécifiques. Et donc là, on a un workflow spécifique pour créer ces packages. Ok. Et donc là, ça va télécharger tous les fichiers de chez nous avec la nomenclature qu'on avait chez nous. Ça va les modifier pour mettre la nomenclature que le client attend. Ça va générer la version du client, c'est-à-dire que nous, chez nous, on est en version 12, l'artiste est en version 12, mais le client, c'est la première fois qu'on le livre, c'est la version 1. Et nous, l'artiste avait plein de fichiers de travail, mais le client, lui, au final, il veut juste un export FBX, un OBJ, je sais pas quoi. On va lui envoyer que les fichiers qu'il souhaite, mais ça reste quand même connecté aux fichiers de travail, c'est-à-dire que c'est les mêmes fichiers, et on a juste envoyé ce que le client voulait, au format qu'il voulait, et on a même généré des scènes organisées comme lui le souhaitait, par exemple. C'est super, ça veut dire que vous pouvez avoir votre propre façon de travailler en interne, mais directement matcher pour livraison C'est ça. au client qui est... C'est ça. Voilà. Bernard est traducteur aussi. Voilà, C'est ça. donc en fait, ça, là, justement, cette traduction de numéro de version avec tout ça, etc., ça c'est automatique. Par contre, si tu veux intervenir dans ta scène Maya et la réorganiser, c'est le travail d'un développeur, hein, concrètement. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un fasse un petit outil qui va être lancé par Bernard, D'accord. contrôlé par Bernard, mais c'est lui qui va dire, je sais pas, moi, je veux pas de set, ou j'en sais rien, ce qu'il va vouloir faire dans Maya. Voilà. Et Bernard ne fait pas tout. Il permet de configurer plein de trucs, il permet de faciliter la tâche, notamment sur la gestion des fichiers et tout ça. Mais à un moment donné, après, il faut aussi intervenir, toi, pour dire ce que tu attends, quoi. C'est un peu un chef d'orchestre, quoi. Il va Ouais, venir c'est ça. t'aider à lancer des scripts, à gérer un peu toutes les applications, mais effectivement, ces scripts-là, il va bien falloir les créer, quoi. C'est un aiguilleur ultra Après, perfectionné. on a comme projet de faire comme comment ça s'appelle, un marketplace où on pourrait mettre des scripts qui ont déjà été développés pour éviter à certaines personnes de devoir le refaire parce que ça existe déjà et pourquoi pas même à des développeurs de pouvoir le vendre et Bah, effectivement, Surtout ça, pour des petites boîtes qui auraient peut-être Voilà. pas l'équipe pour le faire. Et, C'est ça. ouais. ça, c'est une super idée. Moi, j'adorerais qu'on fasse ça. En fait, ce qu'on adorerait, c'est ça, quoi. Je sais pas si vous avez déjà utilisé genre Eclipse ou des logiciels comme ça. En fait, dedans, tu peux charger des trucs, quoi. Des plugins, tu vois, qui existent déjà. En fait, tu navigues sur Internet, t'as plein de trucs, et tu dis, ah bah tiens, ce plugin m'intéresse, et hop, tu l'installes dans ton Bernard, et après, tu l'as à disposition. Et je pense que ça, c'est un truc qui vraiment, faudrait exploser le logiciel parce que ça permettrait les contributions de tous, quoi. Super. Bah écoute, Putain. je pense qu'on C'est est des belles perspectives. out of time pour Ouais. Manu, je pense. Oui, puisque Manu doit à une réunion, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal Ouais, super, le tour de Bernard. Tout à fait. En tout cas, c'est chouette, tout ça, c'est très beau. encourageant. Ouais. C'est Ouais, impressionnant. ouais, Merci. ouais. C'est très dense, c'est très. Vraiment, merci beaucoup, ouais, c'est super. Ouais, Et en merci à plus, vous. Cocorico, c'est français. Avec Bernard, quoi. De toute façon, avec un nom pareil, Non, ça mais- pouvait pas être. Bonade. Ne soyons pas plus Cocorico que ça, mais quand même, ce qui veut dire qu'il y a quand même des Non, choses c'est cool. qui se font en France et c'est bien. Ah, puis Après, c'est des alternatives à il faut Shotgun quand et même tout. dire qu'il y a quand même, on a quand même une équipe de développeurs à Tunis aussi, qui travaillent avec Oui. nous, et qui sont, franchement, il faut le reconnaître, géniaux. Voilà, ils font un super travail. C'est francophone. Ouais. Voilà, c'est Oui, francophone. francophone, Il y a des un développeurs peu français. Méditerranéen. Mais Ouais. depuis un an, en fait, comme on s'en sortait pas financièrement, on a choisi en fait de faire, vu qu'on a une boîte déjà en Tunisie, on a fait appel à des développeurs tunisiens et on a pris une équipe de juniors parce qu'on n'avait pas de thunes évidemment. Et en fait, ces juniors, ils sont juste mirifiques. Et je le dis à tout le monde, les développeurs tunisiens sont merveilleux, ils font du D'accord. super travail et en plus c'est une trop bonne ambiance. Je me régale avec cette équipe. D'ailleurs, la semaine prochaine j'y vais. Voilà, j'espère que je vais pas trop aller à la plage, je vais bosser quand même. Ouais, Mais parce que c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Ouais, vous avez pas pris à Stockholm quand même. Bravo les gars. Non mais en tout cas bravo à vous. Belle success story aussi. Et puis Ouais. on vous souhaite du succès aussi. Mais Et merci. puis, Merci. et puis votez Bernard les gars. Votez, Voilà, votez votez Bernard. Ce sera le terme, ouais. Donc merci les gars, Néo, Bibi pour cette émission. Merci à toi et à nos invités surtout. Ouais. Et à Merci nos aux invités, Manu et Guillaume. Et bien évidemment, on mettra plein de liens dans les notes de l'émission et pour aller vers Bernard et tout le reste de tout ce qu'on a dit. Et on vous retrouve à bientôt, les petits Ouais. bipèdes. À la prochaine. Et à la prochaine, n'hésitez pas à faire tourner l'émission et la faire remonter à vos directeurs de studio. Oh, j'ai entendu un truc génial. Tu connais pas Bernard? Voilà, on va l'inviter à la prochaine partie. Et gros bisous à vous et à bientôt les bipèdes. Salut tout le monde. Merci, Bye, merci merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.